quand a germé l'idée de travailler sur ce projet, de la diaspora, du déplacement de population? Tu avais fait le tome 1, L'idée, elle a germé assez lentement. C'est pas, ça s'est fait, je dirais, un peu de manière organique. Ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Parce qu'au début, c'était plus un intérêt pour le Vietnam, un intérêt pour les histoires de mon père qu'on voit dans Quitter Saigon. Le premier témoignage, en fait, c'est moi et mon père qui discutons autour d'une recette de crevettes, de curry de crevettes. Et je sais pas si l'idée a germé vraiment à ce moment-là, parce que c'était peut-être un petit peu aussi en amont, mais un peu inconscient. Mais c'est là que j'ai commencé à travailler sur des pages pour parler un petit peu de ça. Mais au début, c'était juste pour un magazine, une revue qui s'appelait La Maison qui pue. L'histoire du Vietnam, c'est une histoire qui est assez meurtrie quand même, entre l'Empire colonial français, la décolonisation, ensuite l'arrivée des États-Unis. Tu as dû te documenter pour faire ce projet, pour pas dire pour rester dans le cadre et pas faire de contresens historique. Oui, alors y a deux choses. Effectivement, l'histoire du Vietnam, elle est mouvementée, c'est un euphémisme. Elle a été marquée par des guerres, de la colonie, mais des invasions aussi. Enfin, c'est une histoire très riche en rebondissements, en drames. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert peu à peu. C'est encore plus impressionnant que ce qu'on aurait pu imaginer de prime abord. Et le fait est que pour faire mes histoires, j'ai dû me documenter parce que je voulais pas raconter des choses fausses. Donc même s'il y a certaines histoires qui sont basées sur des témoignages, donc on peut a priori penser que les gens ne mentent pas, enfin ils disent la vérité, j'ai quand même recoupé avec beaucoup de livres d'histoire, de documentaires, d'informations. Je suis aussi allé aux archives d'outre-mer qui sont à Aix-en-Provence, pas loin d'ici, pour vérifier la véracité de certains articles, certaines rumeurs, dont je me suis servi ou pas, hein, pas forcément tout le temps, hein, c'est pas systématique. Donc ouais, j'ai fait un gros travail de recherche documentaire et je me suis rapproché de gens qui sont des professionnels. Je me suis rapproché d'un historien qui s'appelle Pascal Blanchard. Je me suis aussi rapproché d'un journaliste qui s'appelle Pierre Daume, qui est au Monde diplomatique, entre autres, qui écrit des livres chez Actes Sud. Je me suis rapproché aussi de Dominique Roland, qui est maître de conférence à l'INALCO, ce qu'on appelle les Langues à Paris. Et c'est des gens qui sont venus soit parfois m'aider, soit parfois on s'est croisés parce que nos thématiques se rapprochaient, moi avec un angle pas du tout universitaire ou scientifique, hein, puisque moi je suis dans la création artistique, quoi, mais j'avais besoin du travail de ces gens-là. Donc ouais, j'ai pas mal cherché de ce côté-là et j'ai eu l'appui de Pascal Blanchard et de Dominique Roland, qui signe la préface, Dominique Roland de Little Saigon. Le principe des deux volumes, c'est de recueillir des témoignages. Donc tu as fait des interviews, tu as rencontré ces gens-là. Est-ce que ça a été difficile de recueillir ces témoignages justement, parce que les Vietnamiens c'est un peuple qui est assez réservé quand même, qui ne se livre pas trop? Oui, alors il y aurait beaucoup à dire. Alors la première chose, c'est que le premier bouquin Quitter Saigon se passe en France, donc c'est des Vietnamiens de France. Et le deuxième bouquin se passe aux États-Unis, donc la diaspora vietnamienne aux États-Unis. Et en France, ça a été assez facile parce que c'était d'abord ça a commencé par mon père, après des proches. Et puis j'étais en France, donc j'avais tout mon temps pour le faire. Aux États-Unis, ça a été beaucoup plus compliqué parce que c'est pas mon pays. Donc il a fallu que je fasse des recherches presque à la manière d'un journaliste pour trouver les bons réseaux, les bonnes personnes, aller à des endroits où j'avais pas forcément de pied-à-terre dans un temps limité. Donc là, au niveau logistique, aux États-Unis, ça a été plus dur. Au niveau des mentalités aussi, il y a une différence entre la France et les États-Unis. En France, les gens qui ont vécu cette histoire douloureuse vont pas forcément en parler parce qu'ils veulent pas ennuyer. En fait, les jeunes générations, c'est un peu souvent ce que j'ai entendu. Alors ils préfèrent être discrets, réservés, mais une fois qu'il est question d'en parler, ils en parlent. Enfin, ils ont des choses à dire. Alors qu'aux États-Unis, il y a quand même eu un phénomène plus de... Comment dire, la mémoire a été un peu plus enfermée dans le sens où soit ça va être honteux d'en parler, soit ça va être polémique et compliqué d'en parler. Donc
Aux États-Unis, il y a des gens, il y a par exemple quelqu'un dont j'ai pas mis le témoignage, ou alors en filigrane dans le bouquin, qui m'a confié ses impressions et son vécu sur son émigration aux États-Unis, mais uniquement dans la voiture quand on était tous les deux. Mais pas devant ses proches, pas devant sa famille ou ses amis, parce que elle voulait pas soulever un point de polémique, de blocage. Et tu en as un petit peu parlé, mais dans ce livre, tu décris aussi un petit peu les vies dans la ville. Ouais, tout à fait. Bon, ça t'a surpris, on a l'impression que ça t'a surpris. Ouais. Bon, même si on voit à Paris, il y a des quartiers dans le 13e qui sont très asiatiques. Comment tu expliques ce phénomène de regroupement? Est-ce que c'est vraiment pour se protéger? Qu'est-ce que ça en dit? Alors déjà, juste pour... je suis content de l'impression que ça peut donner, mais la vérité c'est que au début du projet, j'avais totalement connaissance de ces quartiers, enfin totalement, je savais qu'ils existaient, et je pensais même à un moment que l'album s'orienterait plus sur l'exploration de ces quartiers que sur des destins de personnes. Donc je connaissais déjà l'existence de ces différents quartiers, j'avais prévu de les explorer et peut-être même d'être un peu plus documentaire, de faire vraiment plus des reportages sur ces quartiers-là. Et finalement, au fur et à mesure du travail, les plans sont inversés. Au premier plan sont passés les destins des gens et au second plan, les descriptions des quartiers asiatiques au cœur des grandes villes américaines. Alors, il y a un phénomène aux États-Unis qui est un phénomène de communautarisme, alors qu'il n'a pas la même connotation négative qu'elle pourrait avoir en France. C'est même plutôt positif là-bas, mais c'est considéré comme ça. Les gens qui arrivent d'un tel ou tel pays ont tendance à se regrouper. Ça, c'est naturel, c'est partout, sauf que le modèle d'intégration américain fait justement qu'on les encourage, j'en parle un petit peu dans le livre, mais on donne des facilités à occuper un quartier à telle communauté. Les Little Saigon Little Saigon, donc les quartiers vietnamiens à l'intérieur des grandes villes américaines comme Los Angeles par exemple, ont cette particularité d'être ceux que j'ai vus, d'être assez bluffants, et qu'il y a des moments où on s'assoit et on s'assoit dans un bar ou à une terrasse et on a l'impression effectivement d'être au Vietnam. Il y a toujours quelque chose dans le décor qui fait qu'on sait qu'on est aux États-Unis, mais on a vraiment l'impression c'est bluffant, quoi. Et du coup, voilà, le bouquin s'appelle Little Saigon, en rapport à ces endroits où je suis allé. Et alors, je sais pas si c'est peut-être un ressenti personnel, mais tu montres ces communautés qui sont regroupées dans des quartiers ou même des villes, dans les centres commerciaux entiers. Et tu abordes un petit peu aussi les deuxième génération. Et là, on a le sentiment qu'il y a un petit phénomène d'acculturation, qu'ils ne revendiquent pas forcément leur culture asiatique, vietnamienne, et qu'ils essayent plus de se fondre dans le cas des gangs. Ils s'américanisent un petit peu. Alors là, en l'occurrence, le cas des gangs, ce sont des gens d'origine laotienne, c'est une communauté laotienne. Alors les Laotiens, ils ont une histoire partagée avec les Vietnamiens, mais ça reste une ethnie différente. Alors c'est à mettre en rapport avec le très bon film de Clint Eastwood sur Gran Turismo, sur justement un quartier où ce sont des Hmongs dans le film. Mais les Hmongs, c'est aussi des gens qui vivent au Laos, c'est très proche, quoi. Donc voilà, si vous voyez Gran Turismo, vous voyez un petit peu l'idée, parce que lui, il traite un peu plus en profondeur ces problèmes d'acculturation et de gang. Et après, je dirais que pour les communautés asiatiques aux États-Unis, elles ont toutes les Laotiens, ou les Hmongs, là, c'est très particulier, mais c'est vrai qu'ils sont tentés de vivre leur vie d'Américains, quoi. Mais c'est un peu partout pareil, quoi. Il y a toujours une espèce de tension entre le fait d'être par exemple né dans un pays, mais les parents sont nés dans un autre pays, quoi. Donc il y a un problème il y a une question d'identité, hein. Il y a une question d'identité qui est forte et qui se pose. Moi je ne saurais pas dire si les Vietnamiens aux États-Unis ils ont lâché leur culture, ou si au contraire ils sont très fidèles. Alors, il y a un peu des deux, quoi. Ça dépend un peu des gens, ça dépend un peu des situations.
voilà, c'est vrai que pour la question des gangs, ouais, là c'est bon, c'est une catastrophe. Mais après, moi j'essaie de montrer ce que j'ai vu dans le bouquin, mais je pense il y en a qui alors ça me fait plus plaisir quand je rencontre des jeunes qui se battent un peu pour conserver leur culture, quoi. C'est toujours la culture, c'est quand même toujours précieux. Mais je ne saurais pas juger ceux qui décident d'être complètement américains. Bon, peut-être que je le fais quand même un petit peu, parce que ça me fait de la peine. Ce qui a l'air de regrouper un petit peu, et dans les deux volumes tu en parles, c'est la cuisine en fait. Ah oui, ça c'est très fort. Ouais. Tu as voulu le placer au début et à la fin à chaque fois dans les deux... Ouais, c'est devenu une ligne. Encore une fois, hein, quitter Saigon, je l'ai fait plus à l'instinct et presque à l'improvisation. Mais bon, apparemment ça a marché, heureusement. Mais c'est vrai que pour Little Saigon, je ne pouvais pas le faire deux fois. Donc pour Little Saigon, j'ai essayé vraiment de construire, et en reprenant des éléments bien sûr de quitter Saigon, des éléments liés au thème du bouquin. Et c'est vrai que la cuisine, c'est un élément super fort chez tous les Viettes. C'est quelque chose de très important. Et chez les non-Viettes, chez les gens, les Viettes et les non-Viettes, c'est un peu bizarre, mais chez les gens qui connaissent rien du Vietnam mais qui doivent connaître une chose, ils connaissent la cuisine vietnamienne. Voilà, donc c'est vrai que c'est un élément culturel très fort, la cuisine au Vietnam. Et du coup ça traverse comme ça Little Saigon, on commence par ça, on finit par ça, et en fait dans le livre, hein, on voit plusieurs fois il y a un rappel au restaurant, à la bouffe, aux recettes, voilà, parce que ça c'est quelque chose qui est un point de repère. Qui est un point de repère très fort. Et quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées dans les deux albums pour les réaliser? Donc les difficultés que j'ai pu rencontrer sur Little Saigon et Quitter Saigon, donc le volume 1 et le volume 2 de Mémoire de Viet Kieu. Je dirais que pour Little Saigon, ça a été de faire au fur et à mesure en sorte que l'album se tienne. Comme j'ai avancé un pas après l'autre sur Quitter Saigon, il y avait une part quand même d'inconnu au niveau de la structure. Donc ça s'est fait. Voilà, par exemple sur la deuxième édition, j'ai refait des pages pour faire une introduction et une conclusion d'ailleurs, mais surtout une introduction qui permettait de remettre un peu les choses en perspective, de remettre les choses en place. Sinon c'était très ardu de bien se situer. Donc c'était vraiment plus un problème de construction. Donc sur Little Saigon, je ne me suis pas fait prendre au même piège. Donc j'ai construit vraiment l'histoire. La difficulté elle était plus en amont, donc de trouver les gens avec qui avoir des interviews. Bon, c'était assez amusant aussi, c'était difficile mais amusant de traverser les États-Unis, de rencontrer des gens. Il y avait beaucoup d'incertitudes quant à savoir si j'allais avoir suffisamment de matière, et une matière intéressante qui moi me parlait. Donc une fois que ça a été fait, j'avais une matière très riche. Et là, la deuxième difficulté sur Little Saigon, ça a été vraiment de faire le choix. Donc j'avais une matière première énorme, conséquente, et il a fallu couper, structurer. Donc ça a été aussi un peu compliqué, mais bon. Voilà, je me suis préparé doucement. La dernière difficulté, c'est que quand j'ai fini de structurer la matière première pour faire le récit, je me suis retrouvé avec un découpage qui est le découpage actuel, autour de 250 pages. Et donc la dernière, mais quand même difficulté assez importante, ça a été de réaliser ces 250 pages d'une traite, de rester concentré et de rester motivé pour faire 250 pages. Alors avec un traité de dessin en noir et blanc, mais avec une couleur, avec ces teintes aquarelles derrière. Donc il y a eu un gros boulot de réalisation. Il fait que je reste très motivé pendant très longtemps, quoi. Voilà. Au niveau de l'éditeur de 150 pages, ça faisait pas peur? Tu avais carte blanche pour réaliser l'album? Oui, alors mon éditeur Vincent-Henri de la Boîte à Bulles a été vraiment un soutien crucial.
au cours de toute la réalisation de l'album. Voilà, il m'a toujours soutenu, il m'a laissé carte blanche. Après, ça ne veut pas dire qu'il m'a laissé carte blanche et que je faisais ce que je voulais dans la nature, parce qu'il a été très présent au moment de la réalisation des planches. Il s'est beaucoup investi dans la relecture du bouquin. Donc voilà, il a fourni un vrai et bon travail d'éditeur, même si artistiquement, il m'a laissé vraiment les mains libres, quoi. Et non, il était plutôt content que j'attaque un bouquin volumineux.